Ok, on va reprendre. On a 1 heure pour terminer. Et je pense qu'on va y arriver. Donc, on a vu l'attachement à l'entrée, différentes stratégies de réplication et d'expression de génome, et la fin d'un cycle de réplication pour n'importe quel virus, c'est d'assembler de nouvelles particules virales et de les libérer. Donc les trucs que l'on va regarder pour ça, c'est quels sont les sites de production virale, comment se forment les capsides, les nucléocapsides, comment on fait pour mettre l'ADN ou l'ARN génomique dans la capside. Et on va voir que les signaux d'empaquetage ou les séquences d'empaquetage sont importants pour cela. Et finalement, les mécanismes de libération de particules qui vont être différentes selon la structure de la particule. Donc pour les virus non enveloppés et les virus enveloppés, on aura des mécanismes différents. Un peu, c'est la miroir du mécanisme d'entrée, en fait. Okay, donc pour les sites de production, pour les virus à ADN, la grande majorité, la réplication c'est dans le noyau, donc le génome sera répliqué dans le noyau, et du coup, les protéines de capsides doivent être importées dans le noyau via un signal de localisation nucléaire dans la protéine de capside qui permet au système cellulaire d'import-export dans le noyau d'importer les protéines de capside. Donc on importe les protéines de capside dans le noyau et on forme des particules à l'intérieur du noyau. Donc l'exception, c'est pour les poxvirus et les autres grands virus à ADN qui se replient dans le cytoplasme. Mais dans ce cas-là, ces virus-là vont structurer leur réplication dans une sorte de... On pourrait l'imaginer comme un nouvel organite ou une sorte de mini-noyau viral qui se localise dans le cytosol des cellules infectées. Donc, chez les cellules 2 heures post-infection par un poxvirus, on voit ce type de structure entourée d'une membrane. Et là-dedans, on a plein d'ADN viral en train de se répliquer. Donc on n'a pas l'ADN viral qui est libéré, qui est juste diffus dans le cytosol quelque part. On a la concentration de nucléocapsides et d'ADN polymérase viral et d'ADN viral dans une structure organisée dans le cytoplasme. Donc on a des sortes de... une usine de production virale dans le cytosol. Et ça, c'est aussi vrai pour les virus ARN. Donc, les virus ARN bruns plus les flavivirus, leur site de réplication est localisé à proximité du réticule endoplasmique. Parce que dans la polyprotéine, on a des séquences signal de sécrétion qui vont exporter les glycoprotéines d'enveloppe dans le réticule endoplasmique. Et les autres protéines codées dans le génome viral vont aussi être associées à la membrane de réticule endoplasmique. Donc on n'a pas une sorte de dispersion des protéines virales partout dans le cytosol. On a une concentration, surtout à un certain site cellulaire. Et quand on regarde en microscopie électronique, cryotomographie électronique des cellules infectées. Ça, c'est des trucs que je trouve vraiment impressionnants et super jolis. Normalement, en cryomicroscopie électronique pour des cellules, on prend une couche super mince, je ne sais pas, 5 nanomètres ou 10 nanomètres d'épaisseur, et on a une coupe à travers la cellule. Donc dans cette technique, on prend une couche un peu plus épaisse comme ça, et on l'analyse en cryotomographie électronique, de façon à reconstruire une image 3-dimensionnelle avec certaines structures membranaires et des particules virales en cours de production dans la cellule infectée. Et donc ce que l'on peut voir ici, juste si on prend une couche fine, on a la membrane
du réticulum endoplasmique ici, avec tout un tas de particules virales qui sont alignées dans le réticulum endoplasmique. Donc, qui vont partir, qui vont être sécrétées, et puis donc c'est comme ça que la cellule infectée libère des particules virales infectieuses. Et à proximité, on a ces structures rondes, ces sortes de sphères membranaires, vraisemblablement dérivées à partir du réticulum endoplasmique, qui n'ont pas de particules virales à l'intérieur. Et donc on a en reconstruction 3D, on voit que ces deux compartiments sont liés en fait. Donc on a une continuité entre ces sortes de invagination de la membrane du réticulum endoplasmique et les parties juste à côté où on voit une tonne de particules virales. Donc quand on regarde de près, on voit que ces structures sphériques comme ça sont en fait en continu avec le cytosol. Donc ça c'est le cytosol ici. Je vais mettre là. Ça c'est la lumière du réticulum endoplasmique. Et on voit que on n'est pas loin de là où on forme des capsides. Donc le modèle ici pour la réplication du virus de la dengue, flavivirus, et c'est aussi vrai pour le virus de l'hépatite C, c'est qu'on a les protéines virales impliquées dans la réplication de l'ARN viral qui restent associées à la membrane du réticulum endoplasmique. L'ARN viral, donc ces protéines-là vont déformer le réticulum endoplasmique pour former une sorte de site de réplication de l'ARN viral qui est un petit peu coupé du reste du cytosol. Donc on a la concentration de ARN viral et de protéines de capsides virales qui reste super concentrée ici. Là. Donc ça c'est très propice à la formation de capsides. Et à proximité de ces sites-là, on a donc les polyprotéines virales vont se retrouver ici. On a le site de réplication juste à côté de là où on a une concentration de protéines de capsides. Et donc on aura juste à proximité le bourgeonnement de la capside avec de l'ARN dedans dans le réticulum endoplasmique et qui va commencer à stocker toutes les particules virales qui vont ensuite être libérées. Donc un petit peu comme ce qu'on a vu avec le polymavirus, le site de réplication du génome viral est un peu séquestré du reste du cytosol. Donc on voit parfois la même chose chez les virus ARN brun-moins. Le virus de la rage, par exemple, ne va pas répliquer l'ARN viral partout dans la cellule, mais dans des usines de production qui permettent, on va le voir ici, donc en microscopie électronique, on voit des sortes d'inclusions cytoplasmiques composées d'ARN viral et de nucléoprotéines. Et sur les bords de ce site de production, on a des nucléocapsides qui sont nés de cette sorte de masse informe d'ARN et de nucléoprotéines virales. Et ces structures-là sont assez grandes pour être visibles en microscopie optique. Donc, quand on voit un effet cytopathogène d'une infection virale avec des inclusions cytoplasmiques, c'est ça que l'on voit. On voit les centres de production de particules virales. Et donc, pour le virus de la rage, ça c'est vraiment quelque chose qui est un élément de confirmation de la pathologie. On peut prendre le cerveau d'un animal ou d'une personne tuée par l'infection, on fait des coupes et on peut voir ce qu'on appelle les corps négris dans le cytosol des neurones. Donc, production dans le cytosol, dans des sites dans des usines de production virale pour la plupart des virus ARN brun-moins. Encore une fois, pas le cas pour les orthomyxoviridés parce que ces virus-là se répliquent dans le noyau. Donc c'est là où ça se passe. Alors comment on fait pour construire la nucléocapside, qui est une structure ordonnée, à partir de monomères de protéines de capside? Dans pas mal de cas, les protéines de capside elles-mêmes
peuvent s'associer et former une structure capside vide, sans besoin d'autres protéines. Donc ça, c'est vrai pour les caliciviridae et les papillomaviridae. On exprime la protéine de capside, ça forme les structures sphériques. Partiellement vrai pour les picornavirus. Les protéines de capside, si on les exprime toutes seules, ça donne une structure mais qui est instable. Très intéressant, ça c'est ça qui permet de former les VLP, les particules pseudo-virales, juste en exprimant là où les protéines de capside. Et c'est ce qui a permis l'élaboration du vaccin contre les papillomavirus HPV-16, HPV-18, le cancer du col de l'utérus. Donc le Gardasil, c'est ça. On fait exprimer la protéine de capside majeure du virus chez la levure et ça forme une capside spontanément et on les extrait, on les utilise comme vaccin. Et c'est quelque chose qui a la même structure que la particule virale, mais ce n'est pas infectieux. Donc, font auto-assemblage des protéines de capside. Ben, des fois, on a besoin de construire la capside autour d'un échafaudage d'autres protéines virales. C'est le cas chez les herpesvirus et les bactériophages avec à queue, les codovirales. Et pour d'autres virus, c'est l'ARN ou l'ADN génomique qui est essentiel pour organiser l'association de protéines de capside, surtout pour les capsides hélicoïdales. Donc les protéines de capside, grand exemple classique, c'est le virus de mosaïque du tabac. Si on exprime la protéine de capside toute seule, ça va former un anneau. Mais pour former l'hélice qui va s'allonger en forme de bâtonnet, il faut l'association avec l'ARN génomique. Pareil, pour les rétrovirus, la présence de l'ARN viral est essentielle pour la formation de la capside. Alors, auto-assemblage. Donc, on va regarder ça un petit peu pour les picornavirus, parce qu'il y a une phase qui est indépendante de l'ARN viral et la dernière étape nécessite l'encapsidation. Donc, lorsque on exprime la polyprotéine virale, la partie N-terminale du virus, est codée comme ici, VP4, VP2, VP3, VP1. Et tout ça ensemble, c'est la partie de polyprotéine P1. Donc, évidemment, les 4 protéines de capside sont associées physiquement dans la polyprotéine. Donc, dès la synthèse, ces 4 protéines sont ensemble. Donc, c'est super facile pour ces 4 protéines-là de former une partie, enfin, un élément de structure un peu plus ordonné. Et donc, on peut, donc ce qu'on appelle les protomères 5S, donc ça, c'est la vitesse de sédimentation de cet élément de structure. Alors, la protéase 3C va ensuite cliver les protéines VP3 et VP1. Et ça, c'est ce qui va permettre l'association de plusieurs protomères, 5, pour former le pentamère 14S. Et donc, on aura 12 de ces pentamères qui vont former un polyèdre, enfin, plutôt un dodécaèdre, et la structure de capside. Et donc, les pentamères ici vont s'associer pour former une particule 575S. Mais ce processus est réversible. C'est une structure instable. Car à ce stade-là, on n'a pas d'ARN à l'intérieur. Et la dernière étape, c'est la maturation de cette particule-là, qui est accompagnée d'une part par l'encapsidation de l'ARN, et le dernier clivage, VP4, VP2, qui va servir à stabiliser la structure. Donc on a un assemblage en plusieurs étapes. D'abord, dépendante un petit peu de l'association directe entre les 4 protéines de capside dans un protomère. Par la suite, il faut la présence de la protéase virale et il faut à la fin l'encapsidation de l'ARN génomique.
Alors, pour d'autres virus, on a souvent une association spontanée de monomères de protéines de capsid en polymère, soit en hexamère ou pentamère. Donc pour les polyomavirus, comme le virus SV40, BK polyomavirus, on a 5 copies de la protéine VP1 qui vont associer avec une copie de la protéine VP2, VP3 pour former un pentamère. Et ces pentamères-là vont être importés dans le noyau et ensuite formeront la capside. Et les protéines VP1, VP2 et VP3 sont dotées d'une LLS, donc elles sont importées dans le noyau. Pour les adénovirus, on a la capside est composée de structures pentamériques sur les sommets de la capside et de hexones qui forment les faces de l'icosèdre. Donc, les structures au sommet sont composées de protéines, 3 copies de protéine 4. Donc, on a les protéines de fibre sont les trimères. Et la base des pentamères sur le sommet, c'est composé de la protéine 3. Donc, 5 copies de protéine 3 vont former un pentamère. Et ensuite, les deux vont s'associer. Et pareil, l'association fibre et pentamère de base va être importée dans le noyau. Les hexamères, les hexones de la capside des adénovirus sont bizarrement les protéines trimériques. Donc chaque copie de la protéine 2 possède 2 domaines beta-barrel jelly roll. Donc c'est pour ça qu'on peut former un hexone parce qu'on a 6 domaines beta-barrel jelly roll, qui est l'élément de structure de base de beaucoup de protéines de capside. Alors cette fois-ci, l'association entre 3 copies de protéine 2 n'est pas spontanée, elle nécessite une chaperonne virale. Donc après la synthèse sur le ribosome, la protéine 2 va s'associer avec la chaperonne virale et ensuite il va se dissocier, la chaperonne sera libérée pour associer les 3 copies de la protéine P2. Et ensuite les hexones importés dans le noyau. Donc on a soit l'auto-association de protéines virales, soit l'association qui est un petit peu complémentée ou organisée ou réglée par les protéines chaperones. Et souvent d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe là ? Donc ici, cette association est indiquée comme étant totalement indépendante d'autres protéines, mais souvent l'association de protéines virales dans les capsides est dépendante des chaperones cellulaires. Alors, pour les herpesvirus, les protéines de capside ne sont pas capables de s'associer ensemble spontanément et il faut la protéine VP22A qui est la protéine d'achafaudage. Donc tout ça se passe dans le noyau, toutes ces protéines-là sont importées dans le noyau. Ensuite, la protéine UL6 qui forme la pore sur un sommet de la capside va se fixer sur la face interne de la membrane nucléaire associée avec une protéine d'échafaudage. Et la polymérisation d'autres protéines de capside est gérée ou médiée par la polymérisation de différentes protéines d'échafaudage VP22. Donc à partir de cette protéine de portail, on va en rajouter d'autres, la VP5, la protéine de capside majeure, va se former jusqu'à ce qu'on forme une protéine, une capside complète. Alors le problème ici, c'est que notre capside n'est pas creuse. Elle est remplie un petit peu de la protéine d'échafaudage. Donc il faut le vider. Et ça, c'est le job de la protéase VP24 qui est également
incorporés à l'intérieur. Donc la protéase VP24 va détruire et libérer des fragments de protéines d'échafaudage. Donc on aura une capside vide et finalement l'ADN viral sera empaqueté dedans. Donc ça, toutes ces étapes-là sont partagées par les herpesvirus et on a quelque chose de très semblable qui a eu lieu chez les bactériophages. Bactériophages T4, lambda et tout ça, c'est un processus très semblable. C'est un peu pour ça qu'on pense qu'il y a une relation phylogénétique très, très lointaine entre ces deux familles de virus. Et en quelque sorte, les herpesvirus probablement descendent ou dérivent des bactériophages. Ok. Ça c'est le petit terrain dans le truc là. Come back. Oh. Oui. Ok. Oui. Chez les papillomavirus, la protéine majeure de capside s'appelle L1. Ok, donc on essaie de produire des VLP chez Escherichia coli, mais ça ne marche pas. Pourquoi? J'essaie de mettre des trucs qui peuvent être des raisons d'échec de production de protéines en Escherichia coli. Ok. Pour faire rapidement. Donc le A, notre protéine s'exprime mal. Ça, bon, personne ne pense ça. Ouais, normalement on essaie d'éviter, on peut avoir un biais d'utilisation de codon, on regarde la séquence, on peut adapter la séquence à exprimer pour être mieux adapté au biais d'utilisation de codon chez coli. Donc on peut utiliser une construction codon optimisée et pas juste l'ARN, l'ADNC produit par qui est codé dans le génome viral. VP1 toxique pour coli. Enfin, ça peut arriver, mais là, il n'y a pas vraiment de raison. On a besoin de chaperon eucaryote, qui dit ça? Ouais, c'est probablement ça, oui. Assemblage de capsides implique des ponts disulfures. Possible, ça, des fois. Hein. Possible. Mais ici, je ne suis pas certain. Je ne connais pas assez bien les HPV pour vous dire. Ok. Donc, ouais, besoin de chaperon. Et voilà, donc c'est pour ça que on ne produit pas ces vaccins en colis, en utilisant la levure ou le système baculovirus. Je pense que Cervarix est produit en baculovirus et Gardasil en levure. Alors, on peut former une capside et évidemment pour produire une particule virale infectieuse, on a besoin d'avoir la particule virale, la capside, avec l'ARN ou l'ADN génomique viral à l'intérieur. Or, une cellule infectée, on a une tonne d'acide nucléique cellulaire. Donc, pour être efficace, il faut empaqueter spécifiquement le génome viral. Et dans beaucoup de virus, c'est médié par une séquence spécifique qu'on appelle séquence d'empaquetage ou séquence PSI. Dans certains cas, non, il n'y en a pas. Et on fait un petit point sur les génomes segmentés qui posent des problèmes particuliers. Donc, séquence d'empaquetage, la première à être identifiée et décrite, c'était pour le virus de mosaïque du tabac. Et dans le virus de mosaïque du tabac, on a une séquence de structure en ARN, structure secondaire de l'ARN génomique, qui est comme ça, identifiée en 1977, là.
Et donc, c'est cette structure-là qui va se fixer sur des anneaux de la protéine de nucléocapside. Et c'est l'interaction entre les anneaux de protéines de capside et la séquence psi, l'ARN génomique, qui permet de décaler une face ici et de commencer la polymérisation de la nucléocapside avec l'ajout de monomères pour former la spirale. OK. Donc on trouve également une séquence d'empaquetage dans l'ARN génomique des rétrovirus. Donc c'est une séquence psi essentielle pour l'empaquetage de l'ARN viral dans les capsides, localisée. Où est-ce qu'on est? Non, c'est pas dans la LTR, mais c'est au début. Quoique. 3, 5. Ouais, c'est le début de l'ARN transcrit, l'ARN génomique. Attends, laisse-moi réfléchir à ça. On a quoi là? U3, R, U5. Puis ensuite on a dans la transcription de l'ARN commence ici. Et là, c'est notre cadre ouvert de lecture. Donc la séquence psi, oui, ça va être dans la région R, U5 du LTR. Oui. OK. Donc, structure secondaire de l'ARN, juste à côté du site de fixation de primer binding site. Okay. Alors, cette structure-là va interagir avec différents éléments dans la polyprotéine GAG. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le site de donneur pour des épissages qui est au milieu de la séquence psi. Donc, les ARN épicés exprimés par le virus ne peuvent pas être impactés dans la capside. Parce que les ARN épicés, on va avoir la moitié de la séquence psi, ensuite ça sera épicé, il n'y aura plus le reste. Donc ça veut dire que uniquement les ARN non épicés, qui codent pour la totalité du génome viral, peuvent être incorporés dans la capside virale. Donc c'est important ça. Donc chez les virus à ADN, on a un peu la même chose. Cette fois-ci, virus à ADN double brin, je dois dire. Mais cette fois-ci, la séquence de psi est en ADN double brin, donc il n'y a pas vraiment de repliement et de structure secondaire particulier. C'est plutôt une séquence spécifique qui sera reconnue par une protéine virale. Donc chez les adénovirus, on a des séquences d'empaquetage, des séquences psi qui sont répétées à côté des ITR, à l'extrémité du génome, juste avant le site, le début du cadre ouvert de lecture codant pour la protéine E1A. Et donc c'est une protéine virale, ou des protéines virales qui se fixent spécifiquement ici, et qui vont ensuite médier l'interaction entre l'ADN génomique et les protéines de capside. Donc on a l'ADN génomique qui sera reconnu spécifiquement par les protéines L4 et 4A2, et ensuite ces protéines-là vont aussi interagir avec des protéines de capside. Chez les polyomavirus, bon, ben, on a eu, là j'ai essayé de regarder un petit peu ça en détail. C'est publié il y a 25-30 ans, ces trucs, et on a identifié un signal d'empaquetage à côté de l'origine de réplication du virus.
je ne suis pas sûr que c'est super bien, bien mis en évidence ça. Donc, quand on regarde le papier, il augmente, si on enlève ces signaux, on a un empaquetage qui est 2 ou 3 fois moins efficace, mais pas super impressionnant. Donc chez plusieurs virus ARN, des rétrovirus et pas mal de virus à ADN, l'empaquetage du génome viral nécessite une séquence spécifique, séquence psy quelque part. Donc pour les picornavirus, on a mis pas mal de temps à essayer de identifier une séquence psy nécessaire pour l'empaquetage de l'ARN génomique. Et on sait qu'on a plusieurs structures secondaires dans l'ARN génomique qui ont différentes fonctions. Donc on pensait qu'il y aurait une séquence psy là-dedans, mais en fait non. Malgré plusieurs années, on essaie de se trouver. Apparemment, il n'y a pas de séquence spécifique dans le génome des picornavirus qui est impliquée dans l'empaquetage spécifique de leur ARN. Donc, ce qui se passe, c'est que on a un empaquetage spécifique ou au moins préférentiel des ARN viraux parce que la traduction des protéines virales et la réplication de l'ARN viral sont localisées sur le même site. Et donc, ce qui semble se passer, c'est que les protomères, les pentamères 14S, peuvent interagir avec les structures qui répliquent l'ARN viral. Donc là, on a la polymérase ARN 3D, là, qui est associée à une structure adossée à la membrane du réticulum endoplasmique. Et donc, l'ARN viral soit synthétisé ou polymérisé par la polymérase 3D dans ce complexe, et quelque part ailleurs dans le complexe, la protéine 2C va interagir avec la protéine VP3 dans les pentamères 14S. Et donc on a une sorte d'empaquetage spécifique de l'ARN viral, mais qui n'est pas médié par une séquence spécifique dans l'ARN qui interagit avec la capside. Et comme on a vu tout à l'heure, on sait que les ARN qui vont être répliqués ici vont être des ARN viraux parce qu'on a besoin d'avoir la polyA, la CRE, Cis Acting RNA Element, et la structure en feuille de trèfle en 5'. OK. Ah ben voilà, et effectivement, on n'a pas de séquence psy chez les flaviviridés. Donc c'est plutôt un empaquetage de l'ARN viral parce qu'on a la proximité et la séquestration de ces sites de réplication de l'ARN et synthèse ou production de particules. OK, donc pour les orthomyxoviridés, on a un problème particulier qui est lié à la nature segmentée du génome. Donc, pour faire une particule virale infectieuse, on a besoin d'une copie de chaque segment génomique. Parce que si on a 0 copie du segment 7 et 2 copies du segment 8, ce particule-là ne va pas emmener tout le génome du virus quand elle infecte des cellules. Et donc, jusqu'à il y a... Ah ben voilà, c'est ça. Donc on a 2 copies de 3 et pas de copies de 1 plutôt. Donc ça, c'est un virus défectueux. Et donc, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, il y avait 2 modèles. On avait dit, ben voilà, il doit avoir un mécanisme spécifique pour incorporer spécifiquement une copie de chaque segment génomique. Et donc, il s'agirait de déterminer comment ça marche. Il y avait aussi des gens qui disaient, ben non, c'est pas ça. Il faut juste que le virus va emballer, je ne sais pas, 12 ou 13 segments génomiques, et puis aléatoirement, de temps en temps, on aura une particule qui aura au moins une copie de chaque segment génomique. Donc ici, on a au moins une copie de chaque segment génomique, donc j'ai le génome complet, et dans ces 2 autres particules-là, bon, bah, j'ai pas vraiment un bon génome, mais peu importe, une particule virale infectieuse sur 3, ça suffit, quoi.
Et donc ça, c'était, il y avait des données publiées dans les deux sens jusqu'à il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Mais on a pu trancher ça par des études en microscopie électronique un peu plus poussées. Donc quand on observe des particules virales lors de leur bourgeonnement à partir d'une cellule infectée, on voit qu'on trouve en fait toujours 8 segments génomiques, organisés toujours comme ça, et jamais plus, jamais moins. Donc c'est le modèle incorporation contrôlée qui est véritable, qui est exact. Alors comment ça marche? Donc il y a eu plusieurs questions. Est-ce qu'on a une interaction ARN-ARN qui organise des interactions entre les différents segments génomiques ou ARN-protéines? Ou alors, comment on fait cette organisation avec un segment au milieu et 7 autour? Est-ce que j'ai mon premier segment qui interagit avec le 2, qui interagit avec le 3 et j'ai une sorte de chaîne comme ça? Ou est-ce que j'ai un segment au milieu qui organise tous les autres? Donc une des approches pour regarder ça, c'était de simplement dire, ok, si j'ai une interaction ARN-ARN, je dois pouvoir faire quelque chose de très simple. Je produis des ARN in vitro, je les mélange ensemble et je vais voir s'ils peuvent s'interagir. Donc ça, c'est joli comme manip, très simple comme idée, mais c'est ça. Donc ils font cette... je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, une équipe française je pense, mais ils ont fait ça, puis ils ont fait tous les différents paires ARN-ARN, et ils ont fait des manips de retard de migration sur gène. Donc ça c'est par exemple les deux ARN tout seuls, on les mélange tous les deux, et puis s'il y a une interaction, les deux ARN qui sont collés ensemble vont migrer plus lentement dans le gel. Donc il y aura un retard comme ça, là, et ça veut dire qu'il y a un complexe qui est formé entre les deux. Donc ça a été quantifié pour tous les appareillements possibles, et ils ont réussi à avoir ce résultat-là pour dire que, ok, le segment 1, là, il interagit qu'avec le segment 7. Le segment 2, il interagit qu'avec le segment 6. Le segment 3, bah, lui, il peut interagir avec le 4 et le 6. Le 4, il peut interagir avec le 3, le 6, le 7 et le 8. Et donc, du coup, ils ont combiné ça avec un peu d'imagerie pour essayer de voir, parce qu'en fait, le 1, le 2 et le 3 sont plus longues, donc on peut les identifier sur ces images, plus ou moins. Et ils ont réussi à voir un peu le modèle de ces modèles-là avec l'organisation des différents segments et quelles sont les interactions entre eux. Et c'est le 4 qui est au milieu, qui a le plus d'interactions avec les deux autres, qui est organisé un peu au milieu. Donc le modèle, un petit peu, c'est un petit peu comme ça, mais avec quelques éléments comme ça. C'est le mélange des deux, en fait. C'est le 4 au milieu qui a le plus d'interactions, mais il y a des fois d'autres trucs qui viennent à côté. Alors, donc ça c'était de l'in vitro. Donc on peut se dire, ouais, c'est comme ça dans votre éprouvette, dans votre Eppendorf, ça marche comme ça. Est-ce que ça marche vraiment comme ça dans les cellules? Ben là, c'était un peu l'objet de cette publication il y a 5 ans maintenant, enfin 6 ans. Et là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'était de utiliser des sondes spécifiques pour chaque segment génomique associés avec différents fluorophores. Et quand il y avait les deux fluorophores associés, collés l'un à l'autre, bah là on peut voir qu'il y a une colocalisation et que ces deux segments génomiques sont côte à côte. Donc pareil, ils ont réussi à quantifier ça et donner un pourcentage de proportion de colocalisation pour chaque segment génomique. Donc ici, ça c'est le segment 1, 2, 3, 4, etc. Et le 4, c'est ce qu'on avait vu, c'était un peu l'élément, la pièce maîtresse de l'organisation. Effectivement, on récapitule les résultats qu'on a trouvés in vitro, parce que la 4 s'associe avec elle-même, c'est normal, et avec les segments 2, 3, 7 et 8. C'est ce qu'on avait vu dans les modèles ici. Là. Le 4 interagit avec le 7, le 8, le 2 et le 3. Donc une très bonne concordance entre les deux types de manip. Pourquoi c'est important ça? Le HA, c'est le segment 4 code pour l'hémagglutinine du virus. Ce qu'on va voir après, c'est que le grand problème avec le virus de la grippe, c'est le réassortiment de souches différentes qui infectent la même cellule
et on a de nouveaux types de virus qui peuvent ressortir. Alors, lorsque et les deux souches, leur séquence un peu d'empaquetage qui interagissent ensemble, vont avoir coévolué. Donc le réassortiment entre les segments génomiques, ce n'est pas quelque chose qui va être aléatoire. Ça va être un petit peu modifié en fonction de quel segment interagit physiquement avec quel autre. Donc probablement pour le virus de la grippe, là, l'hémagglutinine va avoir tendance à s'associer toujours avec le PB1, le PA et ces deux autres segments-là. Mais pas forcément avec la neuraminidase. Et donc c'est pour ça qu'on a un assortiment libre entre les sérotypes HA et N. H et N pour les différentes souches de la grippe. Parce que leur empaquetage dans la particule est indépendant. Ok, donc ouais, juste un petit peu le rappel. Ouais, on a le temps pour poser pour ça, puis parce qu'on va être dans les mécanismes de libération juste après. Donc ça, c'était compliqué. Donc on va voir si vous avez bien suivi. Et ça serait... Là, on va finir pratiquement les cours pendant un petit moment. Donc juste faites un petit effort. Les 95% de la salle qui ne disent jamais rien. Allez, essayez de vous surpasser. Le dépassement de soi. C'est pour ça qu'on est ici à l'Université de Nantes. Bon, on va voir. On va voir si le pep talk porte ses fruits. Ok, êtes-vous prêts? Difficult to tell. Hein? Ok, donc, ça c'est vrai, tous les segments interagissent les uns avec les autres? Non. Ok. Un segment génomique maître interagit avec et ordonne tous les autres. Qui dit oui? Qui dit non? Ouais, vous avez raison, c'est pas vraiment ça. Chaque segment génomique interagit avec deux autres, ça c'est vrai? C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai ça. Il y en a qui interagissent juste avec un seul, il y en a qui interagissent avec trois. Et l'empaquetage des segments génomiques dépend principalement des interactions ARN-RN. Qui dit oui? Oui, c'est ça. Bon, un peu de dépassement de soi chez certains, mais chez beaucoup, on pense à l'heure du déjeuner. Ok, donc dernière étape pour finir cette partie-là des cours, c'est la libération des particules. Okay, on a répliqué son ADN ou son ARN, on a produit les protéines virales, on a formé une particule. Il faut la libérer de façon efficace. Alors, chez des particules nues, virus non enveloppés, classiquement, on dit, ok, elles sont libérées par lyse de la cellule. Ça, c'est vrai pour certains virus. Chez les adénovirus, il y a des protéines exprimées très tardivement qui tuent la cellule infectée et qui permettent de libérer des particules virales qui sont assemblées dans le noyau. Donc le ADP, ce n'est pas adénosine diphosphate, c'est l'adenovirus death protein, okay, qui fait ce qu'indique son nom, c'est responsable de la mort de la cellule, et la protéine L3. Donc pour certains virus, c'est le cas. Pour d'autres, notamment le virus de la poliomyélite, peut-être, probablement d'autres picornavirus aussi, on a la lyse cellulaire, mais on a aussi un phénomène qui est un petit peu comme une sécrétion de particules virales via un détournement du mécanisme de l'autophagie. Donc, lors de l'autophagie, on peut enfermer des régions du cytosol dans une structure avec double membrane. Et lors de la maturation de l'autophagosome, ces structures membranaires sont censées fusionner avec l'isosome. Donc si ça arrive pour le virus, ça ne va pas bien marcher parce que les particules nouvellement synthétisées seront dégradées. Donc ce que fait le virus de la poliomyélite et probablement aussi des polyomavirus, c'est de détourner le système d'autophagie
Donc la première étape est favorisée, donc la formation de ces autophagosomes précoces, mais les étapes tardives sont inhibées et ces vésicules sont ciblées vers la membrane plasmique de façon à sécréter des particules virales. Donc détournement de la voie de l'autophagie pour sécréter des particules virales. Alors pour les virus enveloppés, n'importe quel virus enveloppé doit être libéré par bourgeonnement à partir d'une enveloppe, d'une membrane cellulaire. Et c'est lors de cette phase de bourgeonnement que les glycoprotéines d'enveloppe vont être associées à la particule virale. Alors, donc on a différents mécanismes de bourgeonnement selon si le processus est ordonné par la glycoprotéine d'enveloppe, la capside ou la matrice. Donc peut-être le cas le plus simple, c'est pour le virus de l'hépatite B, où la glycoprotéine d'enveloppe, qui s'appelle l'antigène HBS, est capable de former la sorte de sécrétion de vésicules pseudovirales quand on exprime ces glycoprotéines toutes seules. Et ça, c'est la base du vaccin contre le virus de l'hépatite B, d'ailleurs. Et on exprime l'antigène HBS, et cette protéine toute seule permet la formation et la sécrétion et le bourgeonnement de particules virales enveloppées, sans rien dedans. Dans certains cas, on a la nucléocapside qui se forme, et c'est la capside qui va interagir avec les glycoprotéines d'enveloppe et qui va provoquer le bourgeonnement. Dans bien d'autres cas, c'est principalement la protéine matrice qui est responsable du bourgeonnement membranaire et qui va interagir d'une part avec les glycoprotéines d'enveloppe et d'autre part avec les protéines de nucléocapside. Donc ça, c'est un rôle très important de protéines matrices dans plusieurs virus. L'organisation de la libération par bourgeonnement. Donc ça, c'est vrai pour les rhabdovirus, virus de la grippe, un peu vrai aussi pour les rétrovirus. Donc on va regarder un petit peu plus en détail chez les rétrovirus, comment ça marche. Donc les protéines qui forment la capside sont synthétisées sous forme de polyprotéines, GAG et GAG-POL. Donc la majeure partie, on a la polyprotéine GAG, composée de la matrice, capside, nucléocapside, un petit linker et une petite séquence qu'on appelle le P6. Alors, le saut de cadre de lecture qui permet la traduction de GAG-POL a lieu avant ici dans la protéine P1. Donc la protéine GAG-POL ne comporte pas la P6, mais comporte matrice, capside, nucléocapside, protéase, transcriptase inverse et intégrase. Alors, la partie, l'acide aminé N-terminal de la matrice va être proche du N-terminus, il va être myristylé. Donc on a une partie lipidique qui va être greffée sur la protéine, et c'est ça qui va le diriger dans la membrane plasmique. Donc on a une accumulation de protéines, de polyprotéines GAG et GAG-POL dans la matrice, dans la membrane plasmique. L'interaction entre la séquence psi sur l'ARN génomique et la nucléocapside permet d'associer l'ARN génomique avec ces particules-là et permet de polymériser, localiser plus de polyprotéines GAG autour de l'ARN génomique. Et petit à petit, ça va former un bourgeonnement et libérer des particules virales qui sont initialement immatures et après libération, la protéase est activée et qui permet de cliver les différentes protéines virales en leurs composantes uniques. Donc c'est très important que la protéase est active après la libération. Si j'ai trop d'activité protéolytique, je vais détacher la matrice de la nucléocapside. Donc la nucléocapside va interagir avec l'ARN viral, la matrice interagit avec la membrane plasmique. Donc si j'ai découpé ça en morceaux trop tôt,
mon ARN viral n'arrivera jamais à côté de la matrice sur la membrane. Donc il faut que la polyprotéine reste collée ensemble pour la phase de morphogenèse de la particule virale. Alors ce qu'on a vu, c'est qu'on a éliminé la partie P6, parce qu'on savait ce que faisait la matrice, la capside, la nucléocapside, on savait ce qu'elle faisait. Mais la P6, on se dit, bah, à quoi ça sert ce truc-là? Donc, si on exprime les particules virales sans le domaine P6, on voit que tout le bourgeonnement se fait correctement, mais les particules virales restent collées à la membrane. Il n'y a pas de libération, et puis on n'a pas de scission membranaire qui permet de les libérer. Donc ça, c'est le rôle des domaines de la protéine, donc de la séquence P6 dans le GAG, c'est d'assurer la libération de ces particules virales. Et donc, une approche un petit peu génétique inverse, c'était de voir, OK, qu'est-ce que j'ai comme séquence conservée dans différents virus, et si je les mute, qu'est-ce que ça fait? Et donc, on a déterminé différents motifs de séquences qui sont importants pour cette libération de particules virales par bourgeonnement, et que l'on retrouve chez différents virus enveloppés. Donc, ce motif PTAP, essentiel, et qui va être associé soit avec un autre motif NYP ou PPY. Donc c'est ce qu'on appelle les domaines L pour libération. Et le rôle, c'est de recruter les protéines cellulaires nécessaires pour couper et scinder un petit peu ces structures membranaires et libérer des particules virales. Alors comment ça marche? Donc le domaine PTAP là, qui est essentiel, interagit avec les protéines cellulaires TSG101 qui permet de recruter les complexes escorte-1. Et les deux autres motifs qui doivent être associés avec le PTAP vont aussi recruter différentes protéines du complexe escorte-3. Donc le escorte-1, c'est ce qui permet de former un petit peu ce sort de structure en spirale à la base de la particule en bourgeonnement, tandis que escorte-3, c'est nécessaire pour cliver ça et libérer la particule virale. Et ces protéines escorte, c'est quoi? C'est pour endosomal sorting complexes required for transport. Donc, dans la cellule eucaryote, on a énormément de transport vésiculaire. Et là-dedans, on a besoin que les vésicules se séparent des membranes et qui fusionnent avec des membranes. Donc, la séparation de vésicules pour le transport intracellulaire est détournée par les virus enveloppés pour libérer des particules virales par bourgeonnement. Nécessaire, absolument nécessaire pour libérer des particules. OK, et puis la dernière chose, c'est que la libération des particules virales par bourgeonnement, presque dernière chose. Donc une cellule infectée, probablement on ne va pas libérer des particules virales sur toutes ses membranes. On a un ciblage spécifique de la libération sur certaines surfaces. Donc pour le virus de la grippe qui va infecter des cellules épithéliales des voies respiratoires, la libération de particules virales sera sur le pôle apical pour aller infecter d'autres cellules sur le même épithélium et aussi pour expulser des particules virales par les voies aériennes. Tandis que le VIH infecte des lymphocytes T, CD4 et les cellules présentatrices de l'antigène, la libération des particules virales sera spécifiquement ciblée sur les zones de contact entre les deux cellules. Donc on a ça, c'est super efficace comme mode de transmission virale. Plutôt que de libérer des particules virales comme ça dans le sang un peu partout, avec une dose infectieuse de virus qui va être super diluée, là on a, regardez-moi la concentration ici, là on a un MOI facilement 100 ou 200 là. Donc on va avoir un transfert, une sécrétion de particules virales ciblées pour favoriser l'infection des cellules du côté voisinantes. Et cette fois-ci, c'est la dernier point.
c'est que souvent, les particules virales sont libérées sous forme immature et pour devenir infectieuses, doivent subir une dernière étape de clivage. Donc, chez le VIH, les polyprotéines GAG et GAG-POL sont clivées à l'intérieur de la particule après libération. Et c'est nécessaire parce que sinon, la particule immature qui est initialement libérée est non infectieuse. Et ça, c'est la base de l'activité des antiprotéases dans l'arsenal de traitement de médicaments antirétroviraux. Donc les adénovirus, c'est un peu la même chose. On a une protéase qui est impactée à l'intérieur de la particule virale, qui va cliver des protéines à l'intérieur de la particule. Et ça, c'est nécessaire pour rendre ces particules virales infectieuses. Un autre exemple aussi, maturation par clivage glycolytique. Donc, l'hémagglutinine du virus de la grippe se fixe sur les acides sialiques, mais évidemment, la cellule infectée qui sécrète des particules virales va aussi mettre de l'acide sialique sur tout un tas de glycoprotéines et de glycolipides à sa surface. Et si la particule virale ne les enlève pas d'elle-même, on aura les particules virales qui vont s'associer entre elles. Donc la neuraminidase va éliminer tous les acides sialiques sur la surface des particules virales et de la cellule infectée pour permettre une libération et empêcher des particules virales de se coller ensemble. Ok, qu'est-ce que j'ai dit avec ça? Ouais, je vais sauter ça. Ouais, on va faire ça dans 2 minutes. 2 minutes pour voir ça. Quel est le minimum pour former une VLP qui va incorporer les glycoprotéines de surface du virus? Ok, qui dit A, je mets la GP160, ça va former les particules. Personne. Qui dit B, je mets les GP160 et GAG, ça va former les particules. Personne. Qui dit C, j'ai besoin de GP160 et GAG-POL. Personne. Qui dit D, je mets les trois. Ah, vous êtes tombé dans le piège. Vous êtes tombé dans le piège. Non. Le minimum nécessaire, c'est ça. Minimum nécessaire. Ça va me donner une particule virale qui serait éventuellement infectieuse. Elle va avoir une forme mature. Là, ça marcherait, ça. Parce que la morphogénèse, formation d'une capside, et la libération, c'est codé dans GAG. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de ça pour former quelque chose qui va être libéré à l'extérieur de la cellule. Ah, ben, j'ai bien fait de poser la question. Ok, donc juste pour terminer, ne pas oublier, la réplication virale, ce n'est pas juste diffuse partout dans la cellule, c'est concentré à des zones spécifiques qui permettent de former des capsides. On a souvent des séquences spécifiques dans le génome qui permettent d'impacter spécifiquement l'ARN ou l'ADN viral. Et pour les virus enveloppés, bourgeonnement et les dernières phases de libération, très important. Ok, on en arrête là, on s'arrête là, et puis dans les temps.